Et bonjour à tous. On va commencer donc par se présenter, nous les discutants, et ensuite on donnera la parole aux intervenants. Donc Serge, donc, je me présente. Moi je suis docteur Clélia Quiles, je suis psychiatre praticien hospitalier à Bordeaux, sur le centre hospitalier Charles Perrins. Et je suis également vice-présidente de l'association pour l'enseignement de la sémiologie en psychiatrie, qui est une association, Pierre Vidaillé aurait pu en parler tout à l'heure, puisqu'on a beaucoup collaboré, qui travaille à essayer d'améliorer la formation des étudiants en médecine concernant la psychiatrie. Et donc on a participé à l'écriture du référentiel de psychiatrie pour les étudiants. Donc Serge. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Serge Mikarski. Je suis animateur au groupe d'entraide mutuelle de Beaune en Côte d'Or, qui s'appelle le GEM Le Cerisier. Et je suis aujourd'hui comme représentant encore en tant que coprésident du CNIGEM, qui est le collectif national Intergem. Alors le collectif national Intergem, c'est un collectif dont les adhérents sont des GEM entiers, c'est-à-dire que ce n'est pas une personne qui est adhérente au CNIGEM, c'est l'ensemble d'un GEM complet. Et donc je suis arrivé au CNIGEM sur présentation de mon GEM alors que j'étais encore adhérent. J'ai été présenté aux élections du conseil d'administration et j'en suis devenu maintenant le coprésident. Donc avant j'étais donc adhérent et trésorier du GEM, dont je fais partie. Et j'ai été embauché en tant qu'animateur il y a à peu près 1 an maintenant. C'est pour faire une parenthèse un petit peu sur les GEM et puis le bénéfice que ça peut apporter justement aux personnes qui sont en souffrance psychique, comme je l'ai été, donc mais rétabli maintenant. C'est donc un parcours quand même assez atypique, mais qu'on retrouve dans d'autres GEM également, où certains adhérents ont pu devenir aussi animateurs et donc salariés de leur propre association. Donc ça, c'est surtout pour souligner l'importance que les groupes d'entraide mutuelle représentent sur le plan de la santé mentale en France, et bien sûr dans les DOM-TOM également. La légitimité de notre présence en tant que CNIGEM aujourd'hui, c'est que nous avons déjà remercié la JPJA de leur invitation. Elle nous a justement conviés à participer à cette journée en tant qu'intervenant. C'est très important pour nous dans le sens où le CNIGEM a fait la rencontre de la JPJA il y a quelque temps à Pau lors d'un colloque organisé par Santé Mentale France sur la transformation de l'offre. Bien sûr, transformation de l'offre, ça rejoint totalement le sujet général d'aujourd'hui, avec cette mutation. Et bien sûr, le CNIGEM s'est retrouvé beaucoup d'affinités avec la JPJA dans ce sens-là, où nous, le CNIGEM, donc en représentant tous les GEM, c'est très important pour nous qu'il y ait effectivement cette transformation de l'offre et cette mutation au niveau des parcours de soins, parce que toutes les répercussions qu'il puisse y avoir au niveau de la prise en charge donc, des patients en souffrance psychique, c'est directement les GEM qui en sont impactés si des fois il y a une défaillance au niveau du parcours de soins, notamment dans le cadre des CMP où les rendez-vous sont toujours très très longs à prendre, où les adhérents ne bien sûr pas avoir de rendez-vous des fois avant 1 mois, 2 mois, voire 3 mois avant de voir un psychiatre. Et c'est bien sûr leur état de santé qui en souffre. Par là, bien souvent, ça se traduit par une décompensation. Et malheureusement, chez nous, il y a même un adhérent qui a dû se faire hospitaliser en urgence. Il est resté 3 mois en maison de soins. Et évidemment, avec tout un ressenti au niveau du groupe, puisque les adhérents restent néanmoins même si elles sont rétablies, ces personnes restent néanmoins dans une fragilité qui est permanente. Et donc ce genre d'événement, c'est très mauvais justement pour la suite donc, de leur prendre soin. Je rappelle donc les groupes d'entraide mutuelle ne sont pas des endroits où l'on soigne, ce n'est pas des structures de soins, c'est des structures de prendre soin de soi, reprendre confiance en soi. Et nous sommes un petit peu la charnière entre le rétablissement et le recouvrement du pouvoir d'agir, de façon à ce que ces personnes puissent reprendre en totalité une place de citoyen. Donc là aussi, donc, en tant que CNIGEM, nous représentons pas des associations d'usagers, parce que ça je m'y oppose, c'est pas des associations d'usagers, les GEM.
Il y a eu plusieurs fois ce discours qui a été tenu dans la matinée, hein, c'est-à-dire qu'il faut bien considérer ces patients, ces personnes en souffrance, comme des personnes à part entière, et donc des citoyens et non des usagers. Là, au niveau des GEM également, c'est là où on peut aussi voir un parallèle par rapport à tout ce qui a été soulevé ce matin également. On a parlé beaucoup de l'importance, c'est ce qui ressort un petit peu de tous les propos d'aujourd'hui, l'importance qui existe au niveau des pères aidants, des médiateurs pères, comment on avait appelé ça tout à l'heure, qui était intervenu. Voilà, merci Cléa. Patient expert. Donc c'est un petit peu, c'est le principe même du groupe d'entraîne mutuelle, hein, qui s'établit justement sur ce principe de pérédance. Et c'est pour moi, à mon sens, très 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 important de pouvoir investir de plus en plus et de plus en plus sérieusement surtout, hein, puisque on l'avait évoqué tout à l'heure, pérédance c'est bien, on en embauche un, mais il reste un petit peu sur la touche parce que c'était bien de le faire, quoi, parce que on va dire que c'est un petit peu la mode actuellement, mais il faut aller beaucoup plus loin et je pense surtout beaucoup plus vite. On va parler maintenant pour cette prochaine table ronde de la déstigmatisation, qui est importante parce que la stigmatisation, elle existe. Elle est même tellement existante qu'elle est universelle. Universelle dans le sens où il y a non seulement les personnes malades qui sont stigmatisées, hein, on sait en troubles psychiques notamment, ça va très très vite. Un dépressif, c'est un feignant. Un bipolaire, c'est une girouette, il ne sait pas ce qu'il veut. Un schizophrène, c'est un fou furieux, c'est quelqu'un de dangereux, évidemment. Et non seulement les personnes en souffrance sont stigmatisées, mais les professionnels de santé également, comme un psychiatre. Quand j'ai traversé cette période très difficile qui a été la mienne, donc au niveau des dépressions chroniques sévères, j'ai mis énormément de temps avant d'aller consulter un spécialiste, même mon médecin traitant. Spécialiste, pourquoi pas aller consulter un spécialiste? C'est parce que c'est ce qu'on entend généralement. Oh, psychiatre, il est encore plus fou que ses patients. Et en plus, un psychiatre, ça ne sert à rien parce que c'est vrai qu'un médecin généraliste, au moins, il ausculte. Ah oui, il ausculte. Il va vous prescrire des examens complémentaires. Ben, un psychiatre, qu'est-ce qu'il fait? Il vous écoute. Et après, on n'est même pas sûr qu'il nous écoute parce qu'en principe, il ne pose même pas de questions. Et il vous fait une ordonnance et je vous revois dans un mois. Donc le psychiatre, finalement, c'est quelqu'un de pas bien. Généralement, non, c'est pas bien parce qu'en plus, c'est ce qu'on m'a dit. Hein. De toute façon, les psychiatres, c'est eux, ils sont encore plus fous que les patients. Donc, il ne faut pas y aller. Il y a la stigmatisation des lieux de soins aussi. Lieux de soins qu'on appelle maintenant, c'est des établissements de soins en santé mentale. C'est le bon terme, qui est joli. Mais avant, c'était les asiles, les maisons de fous. Donc, toute cette stigmatisation qui tourne autour de ces lieux, notamment les groupes d'entraîne mutuelle également, j'ai encore entendu il n'y a pas longtemps, mais c'est quoi que vous êtes? C'est un genre de secte? Non, c'est pas vraiment une secte. Les gens qui passent dans la rue, nous avons la chance de pouvoir... Nous avons fait une journée portes ouvertes la semaine passée, et nous avons invité bien sûr tout le voisinage donc du quartier dans lequel se trouvent nos locaux. Ils étaient contents de venir voir un petit peu au sein du GEM ce qui se passait. Ah ben oui, parce qu'on voyait quand même passer pas mal de monde, on se demandait vraiment ce que vous faisiez là-dedans. Voilà. Donc il y a nécessairement une grande chose à faire au niveau justement de cette déstigmatisation. Donc je répète, donc au niveau des personnes concernées, des proches, des aidants, des professionnels, déstigmatiser les pratiques également, comme les lieux aussi. Et justement, cette stigmatisation qui est très dangereuse, puisque à force d'être stigmatisé, après, c'est l'autostigmatisation qui s'installe. Et c'est-à-dire qu'il y a une perte d'estime de soi qui est très, très, très dangereuse, aussi bien pour le soin que pour le rétablissement par la suite. Voilà. Ben justement, c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour cette déstigmatisation? Qu'est-ce qu'on peut faire? Quels sont les moyens d'y arriver?
et peut-être avec moi essayer de faire un constat, parce que moi je constate qu'il y a des feuilles de route, on en pose des feuilles de route, mais qui dit feuille de route, ça veut dire qu'il y a un point de départ, mais nécessairement il y a une ligne d'arrivée. Et avec cette feuille de route, généralement, moi j'ai toujours l'impression que ça me donne, c'est que la ligne d'arrivée, c'est comme l'horizon. Plus on s'en rapproche, plus on a l'impression qu'elle s'éloigne. Et est-ce qu'il y a vraiment des constats qui sont faits en cours de chemin, ce que je pourrais éventuellement appeler des checkpoints? Est-ce qu'il y a quelque chose de fait au niveau est-ce qu'il y a un progrès effectivement établi et qu'on puisse constater? Et ça, j'ai vraiment le doute. On va demander ça à nos intervenants. C'était la première question. Et l'autre question, c'était si, comme vous aviez tous mis en place des dispositifs pour aider à la déstigmatisation, est-ce que vous aviez des freins? Vous aviez remarqué des freins et des difficultés dans la mise en place de ces programmes? Alors, on va tout de suite commencer, du coup, par Madame Caria, Aude Caria, qui va se présenter et nous parler un peu de Psycom et de la déstigmatisation. Merci de cette invitation. Merci aux organisatrices et aux organisateurs de m'avoir donné la possibilité de parler d'un sujet qui me tient à cœur, effectivement, depuis des années. Pour commencer, je dirais aussi que je n'ai pas de lien d'intérêt avec les industries de santé. Et la question qui se pose, si on reprend la thématique de la frontière, c'est d'où viennent les frontières, hein. D'où viennent les frontières entre eux et nous, et pourquoi c'est si difficile d'agir. Donc, vous avez évoqué déjà quelques éléments. Parce que ça vient de loin, en fait. Les frontières, elles sont très ancrées dans nos imaginaires collectifs. Elles remontent à l'origine de l'humanité. Je pense qu'on a une tendance à séparer les êtres humains en catégories, en eux, nous. Là, en l'occurrence, si on voit dans la mythologie grecque, par exemple, il y a beaucoup de personnages qui sont aux prises avec la folie. Et la représentation de la folie qu'on a en héritage, en fait, dans les récits, dans le cinéma, dans la littérature, dans les séries, etc., c'est un héritage qui associe la folie avec le crime et le danger. Donc ça, c'est vraiment le noyau dur de la représentation qu'on a. Donc quand on dit agir contre la stigmatisation, ça suppose de s'attaquer à changer les représentations sociales partagées par tout le monde autour de la folie et qui associent ces images-là. Donc c'est une des raisons pour lesquelles c'est difficile. Et je pense que c'est important d'avoir conscience de cet héritage culturel, parce qu'on ne peut pas agir contre la stigmatisation simplement en se disant on va faire des campagnes de com'. Parce que si on ne comprend pas d'où ça vient et comment c'est ancré dans l'imaginaire de tout le monde, on n'y arrivera pas. Donc il y a les représentations autour de la folie, il y a les représentations autour du fou. Et ça aussi, on a un ensemble d'images, de références très partagées. Autour du fou, en général, c'est le fou furieux. Voilà, donc encore associé au danger. Alors il y a aussi des fous un peu plus sympathiques. Alors, le problème, c'est qu'on ne voit pas ce que Lisa dessine en même temps. Mais c'est un imaginaire aussi autour des folles. Et donc l'imaginaire autour des folles, qui sont des femmes forcément échevelées, hors de la norme, etc. C'est aussi un imaginaire qui impacte sur, par exemple, la relation de soins, sur l'écoute qu'on peut avoir par rapport aux personnes qui présentent des troubles à un moment donné. Et puis, vous l'avez évoqué aussi, c'est dans notre imaginaire collectif tout ce qui est autour du soin. Donc les représentations autour des soins psychiatriques, et on l'a évoqué ce matin avec les lieux de soins, et les représentations autour des lieux de soins, c'est beaucoup la contrainte, l'isolement, la contention. Donc tout ça, c'est si on veut agir contre la stigmatisation, ça veut dire qu'on veut essayer de changer ces images-là. Et que c'est très compliqué, parce que en fait, c'est cette vision du monde qui sépare les personnes qui ont des troubles psy ou qui sont identifiées comme telles ou désignées comme telles d'un autre groupe qui serait celles qui n'en ont pas, c'est le fondement même de la stigmatisation. De séparer les gens en deux, et à partir du moment où il y a un stigmate qui est apposé sur une personne, et donc on va traiter différemment ces personnes-là, ça va entraîner de la discrimination dans tous les domaines de la vie. En l'occurrence, c'est exactement les mêmes mécanismes quand on parle du racisme, du sexisme, du validisme, du classisme. Et là, on a des mots pour dire ces discriminations-là.
mais on n'a pas de mots pour dire la stigmatisation et la discrimination liées au fait d'avoir un diagnostic psychiatrique ou d'avoir eu un parcours en psychiatrie. Donc on a dit ce matin aussi que c'est difficile d'agir contre les mots ou de se comprendre si on n'a même pas les mots pour le dire. Donc on commence à parler de psychophobie, mais la psychophobie c'est un pis-aller en fait, parce que c'est pas de la psychophobie. La psychophobie c'est la peur de tout ce qui serait psy, alors que là les discriminations c'est plus que de la peur, c'est de la haine. Donc la mutation, si elle doit advenir, c'est comment on change les lunettes de la stigmatisation, c'est-à-dire comment on change notre vision binaire de penser qu'il y a une séparation entre eux et nous. Et juste pour finir sur la question de que sait-on aujourd'hui, la question de la lutte contre la stigmatisation, elle a émergé il y a une trentaine d'années, 30-40 ans à peu près, dans les sociétés occidentales, quand on a commencé à ouvrir justement les asiles sur la cité, à proposer des soins dans la communauté, et où la folie est revenue dans la cité et elle est devenue plus visible. Et on s'est dit, mais si les gens qu'on accompagne, on veut qu'ils reprennent une vraie place dans cette société, il va falloir les aider aussi pour traiter cette question du regard et de la stigmatisation et des discriminations. Et donc, il y a eu beaucoup d'actions qui ont été menées dans différents pays, et donc ce qui permet, comme elles ont été évaluées, d'avoir une idée de qu'est-ce qui marche pas, en l'occurrence. Donc, c'est des actions, c'est des campagnes de communication, c'est de la recherche, etc. Et on sait un petit peu mieux ce qui ne marche pas, donc ce qu'il vaut mieux éviter de faire. C'est-à-dire qu'on sait qu'au début, on se disait il faut informer les gens. Les gens stigmatisent, discriminent parce qu'ils ne savent pas, parce qu'on ne connaît pas les troubles psy, etc. Donc il faut faire de la pédagogie autour de la sémiologie. Donc ce qui a été fait, donc ce qui a augmenté le niveau de connaissance des personnes, mais ça n'a pas baissé la stigmatisation en fait. Ça a permis un accès facilité à des soins. C'est-à-dire que c'était le discours, c'est pas un problème de personnalité, c'est une maladie et il y a des traitements et des soins. Voilà. Mais ça n'a pas diminué la perception de la dangerosité. Ce qu'on sait aussi, c'est que les explications neurobiologiques autour des troubles psychiques renforcent la stigmatisation. Alors ça peut être contre-intuitif, parce qu'il y a beaucoup de campagnes qui nous disent, mais par exemple autour de la schizophrénie, c'est une maladie, il y a des symptômes, il y a des traitements, etc. Mais c'est surtout un dysfonctionnement du cerveau. Le storytelling autour de l'explication neurobiologique, c'est de dire c'est un dysfonctionnement de la dopamine, de la sérotonine, etc. Et on va le régler comme ça. Les études ont montré que cette explication-là, en fait, avait plutôt tendance à renforcer la stigmatisation en essentialisant en fait la personne, en réduisant la personne à un dysfonctionnement de son cerveau. Et par rapport à l'auto-stigmatisation, ça veut dire j'ai un cerveau malade et on ne sait pas trop bien comment le traiter. Et en plus, c'est potentiellement dangereux. Donc ce qui ne marche pas, on le sait à peu près. Et ce qui marche, donc je terminerai là-dessus, c'est ce qu'on a résumé au Psycom dans un outil qui s'appelle le GPS anti-stigma, donc qui est issu de la revue de la littérature sur ça. C'est que les actions de lutte contre la stigmatisation alors si je suis optimiste, je dis ont plus de chances de marcher ou ont moins de risques d'être contre-productives si je suis pessimiste. Donc ont plus de chances de marcher si on les construit avec les personnes directement concernées. Ça revient à ce qu'on disait aussi ce matin, c'est-à-dire on peut avoir les meilleures intentions du monde, et l'enfer est pavé de bonnes intentions, on a des mauvaises intuitions. Et donc si on est seul professionnel dans son coin à vouloir faire une campagne ou une action et qu'on ne part pas de la vision de la personne qui est stigmatisée, de ses besoins, on risque de rater la cible. Donc la première chose, c'est de travailler les actions avec les personnes directement concernées. La deuxième chose, c'est que ces actions ne soient pas dissociées de la promotion des droits. Parce que la stigmatisation, elle est très articulée avec la perte de respect des droits. Donc des actions de stigmatisation, elles doivent permettre de renforcer les droits des personnes. Il faut informer, certes, sur les troubles psychiques, mais pas seulement. Il faut informer aussi sur les possibilités de rétablissement. Parce que la vision orientée rétablissement, elle est porteuse d'espoir et elle est un levier puissant de lutte contre la stigmatisation. Il faut le faire, pas tout seul dans ce coin, mais en partenariat local, en inscription de proximité. On a eu plein d'exemples ce matin sur comment on peut travailler ensemble.
Et puis travailler avec les médias, on en parlera, et travailler ces messages avec des messages ciblés. Parce qu'on ne parle pas de la même façon quand on s'adresse à des jeunes, à des gendarmes, à des personnes âgées, à des enseignants, etc. Et dans ce sens-là, les campagnes récentes de Santé publique France l'ont bien compris, puisqu'elles ciblent spécifiquement les jeunes, parce qu'on sait qu'il y a des problématiques anxieuses et dépressives en ce moment, et spécifiquement sur les réseaux sociaux. Voilà, donc je n'en dirai pas plus pour le moment, je me réserverai sur qu'est-ce qu'on pourrait faire à l'avenir. Mais en tout cas, si on veut muter quelque chose, il faut enlever ses lunettes et il faut agir ensemble. Oui, merci Aude Caria. Je vais donner la parole à Madame Antoinette Proutot. Oui, c'est bon. Bonjour, je m'appelle Antoinette Proutot, je suis professeure de psychologie à l'Université de Bordeaux. Et puis, merci beaucoup pour cette invitation parce que ça nous permet aussi de vous présenter quelques résultats d'un programme de recherche qu'on mène depuis plusieurs années autour de cette question de la stigmatisation comme un enjeu sociétal majeur. Et pour répondre à ces différentes questions, bon, pas à toutes les questions, hein, mais on a développé le programme Stigma. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'un volet du programme Stigma, qui est le programme Stigma Pro, et qui part de la question suivante. Dans ce phénomène de stigmatisation des maladies psychiatriques, les professionnels de santé mentale ont-ils une part de responsabilité ? Il s'agissait pour nous de balayer devant notre propre porte en tant que professionnels de santé mentale. Ça partait du constat que certaines études, alors très isolées, très rares à cette époque-là, faisaient état que quand on pose la question aux gens ou à leurs familles des situations dans lesquelles ils se sont sentis stigmatisés, à 22%, ils vous rapportent en fait que c'était lors de contact avec les structures de soins ou avec les soignants. Alors que seulement 17% dans le cadre de relations sociales lambda ou dans d'autres situations. Ça veut dire que la majorité des situations de stigmatisation rapportées, c'était lors de contact avec les structures de soins et avec les soignants. Donc nous, on s'est intéressé à cette question qui est plutôt de l'ordre de ce qu'on appelle la stigmatisation structurale, c'est-à-dire celle qui est opérée aussi par les structures de soins. On a monté un projet de recherche participatif, donc avec tout un tas en fait, d'acteurs différents, dont des représentants d'usagers, des représentants de famille, etc. Aude Caria aussi était présente, et puis des chercheurs de différents horizons. En tout cas, ce n'était pas un projet fait par des chercheurs pour des chercheurs. La démarche était inverse, c'est la démarche de la recherche participative. Et donc, on s'est posé la question déjà des stéréotypes chez les professionnels de santé mentale. Il existait déjà quelques données, on les a synthétisées. Des données sur des stéréotypes de pessimisme concernant l'avenir, des stéréotypes de dangerosité dans les maladies psychiatriques les plus sévères, des stéréotypes de je suis vraiment myope parce que je ne vois même pas d'incompétence, mais ça va, je devine, parce que comme c'est mes diapositives, quand même, je m'en sors. Et puis des stéréotypes de responsabilité dans la survenue et le maintien de la maladie. Bon, pour autant, ces données, elles étaient un peu partielles, donc on a voulu les approfondir. Et puis, on a voulu poser la question plus directement aux gens qui étaient directement concernés. Donc toujours méthode participative, je vous passe un peu les détails parce qu'on a peu de temps, mais dans un partenariat avec le Clubhouse, on a listé une quinzaine de situations de stigmatisation qui avaient été vécues lors du parcours de soins en psychiatrie. Et puis ensuite, on a diffusé une enquête à plus grande échelle auprès d'usagers et de familles pour voir à quel point ces situations étaient stigmatisantes, quelles étaient les plus fréquentes, etc., etc. Ce que je peux vous donner, voilà, pour les 5 grandes situations de stigmatisation, la première, la plus vive, la plus cruellement vécue, la plus stigmatisante, c'est la non prise en compte des plaintes somatiques par les usagers, chez les usagers.
La deuxième situation, c'était les usagers qui rapportaient le fait qu'ils n'avaient pas eu le sentiment que les professionnels croyaient en leur possibilité de rétablissement. La troisième situation, c'était encore, alors même que la littérature internationale dit pas mal le contraire, c'est qu'il existe encore, en fait, en tout cas les usagers perçoivent assez cruellement le fait qu'ils ont l'impression que les professionnels de santé mentale pensent qu'ils sont dangereux. Pour les autres notamment, pas tant pour eux-mêmes que pour les autres. Ils ont rapporté aussi beaucoup le fait de ne pas participer aux décisions qui concernaient leur propre santé et leur traitement, et puis le fait aussi que les professionnels n'étaient pas suffisamment attentifs à leurs besoins, leur velléité d'être inclus socialement. Voilà, ça fait partie, c'est pour les 5 situations les plus stigmatisantes. Après, on s'est posé la question de, si ces stéréotypes, ils perdurent chez les professionnels de santé mentale, avec les émotions qui sont associées et les comportements discriminatoires qui sont associés, qu'est-ce qu'on peut imaginer qui pourrait avoir une incidence sur les pratiques? Et là, on est allé creuser certains types de stéréotypes. Le premier qui nous a intéressés, ce sont les stéréotypes d'incompétence, qui ne sont pas suffisamment détaillés dans la littérature. Alors là, c'est Kevin Marc Valéry qui a eu cette idée pendant la Covid, il s'ennuyait. Et donc, du coup, il a imaginé cette enquête. Et c'est effectivement très intéressant parce que quand on pose la question aux professionnels de santé mentale de savoir comment ils envisagent que les personnes qui souffrent de schizophrénie sont compétentes ou pas, on s'aperçoit très vite qu'effectivement, les professionnels de santé mentale font une différence franche entre les personnes qui souffrent de schizophrénie et puis la population générale. Et puis, ce qui est un peu rigolo, c'est qu'effectivement, quand on leur demande de se positionner eux-mêmes, ils se mettent toujours un petit peu au-dessus en termes de compétences, mais ça, c'est un biais humain normal. Ce n'est pas que les professionnels en santé mentale. Donc, en termes de compétences, mon Dieu, ils ne sont pas compétents dans leur travail, ils ne sont pas compétents dans les relations sociales, dans leur capacité à gérer eux-mêmes leur propre santé, dans leur capacité à gérer les émotions. Donc on retrouve des stéréotypes d'incompétence dans plein de dimensions. On a étendu ces recherches même aux stéréotypes concernant les relations intimes dans les maladies psychiatriques. Et effectivement, alors pour aller vite, je ne vais pas trop le détailler, mais c'est une recherche qui est encore en cours, l'article est soumis. Les relations intimes, elles sont encore un domaine de stigmatisation par les professionnels de santé mentale, dans tout un tas de dimensions, dont des dimensions d'incompétence, des dimensions de non-attractivité physique, des dimensions d'être dangereux pour le partenaire, etc., etc. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que ces stéréotypes, ils sont présents chez les professionnels de santé mentale, mais ils sont aussi présents chez les étudiants en santé. Ça veut dire évidemment qu'il y a aussi des efforts à faire en termes de formation pour déconstruire ces idées reçues plus en amont. Donc voilà. Et puis on sait, juste pour finir, la question qui est posée, c'est aussi celle des leviers. Des freins, certes, mais aussi celle des leviers. On s'est posé la question des processus sous-jacents, des facteurs associés, etc. Alors pour vous dire tout de suite, les facteurs individuels de type âge, durée d'exercice, c'est-à-dire expérience, le type de profession, le niveau de formation, ne sont pas en fait des facteurs qui jouent beaucoup, voire qui jouent pas du tout dans le phénomène de stigmatisation chez les professionnels de santé mentale. En revanche, il y a beaucoup plus en fait de leviers potentiels, ou en tout cas de facteurs associés au niveau des croyances sur la maladie, sur son propre travail, ou au niveau des pratiques professionnelles. Par exemple, l'effet qu'a cité Aude tout à l'heure sur les croyances, la vision biologique de la schizophrénie, elle a en fait l'effet inverse en France qu'à l'international. C'est-à-dire elle est plutôt associée à moins de stigmatisation en France. Et ça, c'est parce qu'il y a une histoire culturelle française aussi. C'est pour ça que la stigmatisation, elle doit aussi s'étudier localement, dans des contextes culturels très précis, en faisant attention à ça. Et donc, ça ne veut plus... voilà, si. Un des leviers, c'est l'approche en continuum. Tout à l'heure, on disait, il y a cette différence entre eux et nous. Ça, c'est une vision très catégorielle. Ça évoque une vision très catégorielle des maladies psychiatriques.
comme on le trouve dans le DSM ou la CIM. Et on est tous formés comme ça chez les professionnels en santé mentale. Or, en fait, on sait très bien que c'est partiellement faux, puisque la plupart en fait, des dimensions symptomatologiques peuvent être situées sur un continuum qui va de totalement absent à totalement présent, enfin sur un continuum de sévérité, d'intensité et de fréquence dans la population générale. Ça s'appelle l'approche en continuum. Et quand on étudie ce facteur, on s'aperçoit que en fait, plus les professionnels de santé mentale ont une vision catégorielle des maladies psychiatriques et plus ils sont stigmatisants. Et les tailles d'effets sont quand même assez importantes puisqu'on est à 0,3. On est en sciences humaines et donc 0,3 c'est déjà pas mal important. Un autre facteur, c'est le degré de similitude perçue. Ça vient de la psychologie sociale et des modèles de comparaison sociale. Et en gros, ce qu'on peut dire, c'est que plus un professionnel de santé mentale se trouve des points communs avec l'usager qu'il a en face de lui, et moins il sera stigmatisant. Et donc, il s'agit de cultiver aussi les points communs que les professionnels peuvent avoir avec les usagers, c'est-à-dire effectivement les considérer comme des pairs avant tout. Et là, la taille d'effet est assez forte. Et puis, le dernier point, le dernier facteur à associer, c'est le niveau de pratique orientée rétablissement rapporté par les professionnels de santé mentale. Là, c'est pareil, l'effet est assez fort. Un dernier point sur lequel j'insisterai pour conclure, c'est que parmi les facteurs associés, il y a aussi des facteurs qui ont trait au sentiment d'utilité professionnelle qui est rapporté par le professionnel de santé mentale. Et là, plus le professionnel de santé mentale se sent utile dans le cadre de son travail, et moins il est stigmatisant. À l'inverse, plus il est stigmatisant, moins il se sent utile dans son travail. Il n'y a pas de relation de cause à effet dans ce que je suis en train de vous raconter, on n'est pas capable de le dire. En revanche, ce qu'on peut quand même dire, c'est que cette stigmatisation, cet effet de stigmatisation, il se fait aussi au détriment du professionnel de santé mentale. Et il va à l'encontre des valeurs professionnelles des professionnels. Et on pourrait dire que si cette stigmatisation, elle continue à s'opérer chez les professionnels, c'est une stigmatisation qui se fait malgré soi. Je conclus, il reste 1 minute, mais c'est merveilleux. Alors, juste pour vous dire, on est dans la phase 3 de ce programme Stigma Pro qui porte sur l'étude d'efficacité de l'atelier qui a été développé sur la base de ces recherches, toujours avec le même comité scientifique. Nous avons développé un atelier qui comprend plusieurs séances, qui porte sur ces leviers et freins que nous avons identifiés dans les recherches précédentes et sur des cibles d'intervention qui sont issues des modèles de la psychologie sociale, stéréotypes, émotions associées, comportements discriminatoires. Cet atelier, il se déroule en 5 à 6 séances dans n'importe quel type d'institution concernée par la santé mentale. C'est un atelier qui se fait en groupe d'une petite dizaine de professionnels, tous corps de métier confondus, et qui est animé par 2 facilitateurs, pas 2 formateurs. Il s'agit d'avoir tous le même positionnement. Et je vous le dirai après, combien de temps? C'est 5 à 6 séances, chacune de, on va dire, entre 2h et 2h30, et ça doit se faire in situ. Et si possible, avec des responsables institutionnels, que les médecins, que les cadres de santé, que les directeurs d'hôpitaux, soyons fous, soient présents à l'atelier, c'est encore mieux. Ce qu'on a remarqué aussi, ce qu'on a voulu faire depuis le départ, c'est forcément inclure donc des représentants d'usagers et des représentants des familles dès les premières séances. C'est ce qui fonctionne le mieux, c'est la philosophie du contact. Et ça, c'est très clair dans la littérature internationale. Voilà, actuellement, il est disséminé dans la région Nouvelle-Aquitaine puisqu'on est financé par l'ARS Nouvelle-Aquitaine et la région Nouvelle-Aquitaine. Mais bientôt, ce sera possible sur le plan national. Et voilà, le contact du coordinateur du projet, Kevin Marc Valéry, qui a fait sa thèse sur cette question-là. Voilà l'équipe. Et quelques ressources. Je vous remercie pour votre attention. Merci, c'est vraiment extrêmement intéressant.
J'ai oublié tout à l'heure d'excuser Jean-Michel Malouet qui n'a pas pu être présent avec nous cet après-midi. Alors maintenant, on va passer à la présentation de Maxime Pérez-Zivogel. Maxime, je vous laisse vous présenter. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Maxime Pérez-Zivogel, je suis cofondateur de la Maison Perchée. Et à côté de ça, je suis aussi élu au Conseil parisien des associations, en charge de la jeunesse du handicap, au CNCPH et aussi depuis peu au comité de pilotage de Santé publique France, pour la stratégie communication grand public, donc un peu ce qui touche à ce qu'on va dire là maintenant. Du coup, que dire? J'ai prévenu que j'allais faire une petite impro, comme d'habitude. Donc pour vous mettre un peu de contexte, rien n'arrive par hasard. Donc moi je m'appelle Maxime, à 21 ans en fait j'ai fait une phase de manie quand j'habitais en Chine à l'époque, j'étais entrepreneur, j'habitais à Pékin. Et ce qui s'est passé c'est que sans le savoir, j'avais tous les symptômes de la manie et heureusement que j'ai eu la chance d'avoir des copains bienveillants sur place qui ont décidé de contacter ma famille qui a tout de suite compris que j'étais en pleine phase de manie et que c'était une urgence absolue parce que étant en Chine il faut savoir qu'en Chine il n'y a pas d'hôpital psychiatrique, donc en fait si tu fais vraiment une bêtise on va dire, ça peut aller très très loin, donc du coup urgence absolue, ma mère est venue, elle m'a ramené en avion parce qu'on a eu la chance, enfin je remercie toujours le docteur Zagouri d'ailleurs, qui a accepté de faire l'aller-retour en avion gentiment pour pouvoir me ramener en urgence à Paris et me faire hospitaliser sous contrainte. À ce moment-là, j'étais complètement en phase de manie, donc je me rendais compte de rien, mais ce qui s'est passé, c'est que assez vite, aux urgences, en fait, on m'a expliqué que, sans vraiment m'expliquer, que j'étais là dans le cadre des 12 jours et que du coup, entre-temps, on m'avait fait une piqûre, qu'on m'avait attaché et que voilà, il n'y avait rien à dire en fait, et que j'étais là et je me suis réveillé dans une salle blanche sans comprendre le pourquoi du comment. À ce moment-là, il n'y a eu aucun soutien de la part des psychiatres. Donc au tout début, pour être hyper honnête, j'en ai beaucoup voulu au corps hospitalier, à part un dénommé Mehdi qui était le jeune aide-soignant qui avait bien compris que j'étais en galère et qui a pris le temps de m'expliquer pourquoi j'étais là et que tout allait bien, que j'étais en France, qu'en vrai je ne savais même pas que j'étais rentré en France. Donc voilà, c'est une petite prise de contexte. De là, j'ai été donc transféré dans un hôpital. Tout de suite, on m'a posé un diagnostic, donc j'ai eu beaucoup de chance encore une fois, par rapport à certains pour qui ça va prendre 7 à 10 ans, parce qu'en fait, j'en avais dans ma famille. Et tout de suite, mon premier ressenti à ce moment-là, c'est que j'en ai beaucoup voulu à ma famille, en fait, déjà. Parce qu'on parle de stigmatisation aujourd'hui, mais parce qu'en fait, ma famille, comme beaucoup de familles en France, sont dans le déni et le tabou de parler de ça et d'accepter en fait la maladie au sein même de leur propre famille. De ce fait, on m'en avait jamais parlé. Et de surcroît, c'est d'ailleurs pour ça que maintenant je milite aussi beaucoup pour en fait juste prenez le temps d'en parler en famille, c'est important. Parce que moi, le premier, ça m'aurait permis de peut-être déceler tous les symptômes et de ne pas passer ce voyage de l'enfer jusqu'en rapatriement d'urgence. Suite à cela, assez vite, à l'hôpital, on m'a expliqué, donc voilà, donc j'étais bipolaire, on m'a mis un premier traitement. Et ce qui s'est passé, c'est que la psy m'a juste dit, Maxime, franchement, je suis désolé, mais vous ne retournerez jamais en Chine, oubliez vos startups, parce que j'avais créé des startups à Hong Kong. Et j'avais une amour à l'époque. Et elle m'a dit, oubliez, c'est fini. De toute façon, elle m'a dit ça mot pour mot. Vous ne pourriez plus être entrepreneur et la vie amoureuse, ça sera compliqué pour vous pour toujours. Et la psychiatre. Et je l'ai rappelé depuis. Et je lui ai dit, franchement, pas cool. Mais tout ça pour dire que. Et je suis marié en plus. Je lui ai dit, je suis marié, j'ai créé la Maison Perchée, tout va bien, mais juste attention à ce que vous dites. Et pour les prochains, peut-être qu'elle était dans un mauvais jour. Ça peut arriver. Mais voilà, ce qui se passe à ce moment-là, c'est que du coup, je pars en profonde dépression pendant 2 ans. J'ai fait une tentative de suicide aussi, comme malheureusement beaucoup trop de personnes concernées. Et de là, j'ai eu un déclic. C'est ma petite sœur, bref, je vous la fais courte, donc je me remotive. Je ressens que je refais une phase de manie, mais cette fois, j'y vais de mon plein gré à l'hôpital. À l'hôpital, donc c'est d'ailleurs monsieur Franck Bellivier qui m'a reçu, qui était mon médecin il fut un temps. Et tout de suite, en fait, pour la première fois, en fait, je me dis, mais en fait, peut-être que tout simplement la solution, c'est d'accepter la maladie pour avancer, parce que de toute façon, j'ai pas trop de choix. J'ai la chance d'avoir une famille, un soutien, enfin tout ce qui peut aller à côté. Et de là, je décide en fait un peu intérieurement d'accepter la maladie via la pérédance au niveau du repas du soir de le Fernand Vidal, juste parce qu'en fait, je me rends compte que
notamment une personne qui m'explique qu'il a des enfants, qu'il est photographe, que ok c'est galère, mais qui vit quoi, il survit pas, il vit. Et de là tout de suite, c'est la première fois que j'avais pris le temps de me dire, ok en fait tu peux être bipolaire, mais c'est pas la fin du monde, c'est pas ce que tu entends partout autour de toi, c'est pas ce que tu peux ressentir, c'est pas une honte, c'est juste qu'il faut, enfin voilà. Je parle en tant que personne qui a vécu cet instant de juste la lumière qui s'allume. Et je me dis, mais en fait, ouais, c'est tout ce que je m'étais mis en tête, c'est parce que c'est l'éducation, enfin, tout ce qu'on vit, notre société qui fait que c'est comme ça. Et de là, tout de suite, je demande, je me souviens très bien, mais qui aide les personnes concernées à l'extérieur de l'hôpital et je dis, mais jeunes. Et du coup, on m'explique qu'il n'y a pas grand-chose, quoi. Si ce n'est rien. De là, je décide de créer ma propre structure depuis Fernand Vidal. Donc je contacte un truc qui s'appelle Legal Star, je crée mon truc à l'hôpital. Je sors. Et là, je pars pendant 1 an juste à la rencontre des acteurs du milieu. Parce que je ne me prenais pas pour, je ne sais, pour le révolutionnaire. Juste étant concerné, ayant vécu la chose et n'ayant pas apprécié qu'en sortie d'hospice, on me donne juste des traitements et un rendez-vous de psy, je me suis dit, qu'est-ce qui fait que... Et moi, j'ai toujours adoré comprendre, en fait, un peu tout, quoi. Et là, du coup, j'ai pris le temps. J'ai notamment fait 2 mois de bénévolat dans un GEM, le GEM de la Vague à l'âme. D'ailleurs, je fais un big up parce que j'adore l'équipe. Et j'ai pris le temps de voir un peu ce qui se passait, le stigma, enfin de comprendre en fait avec le temps tout ce qui faisait que, à la fois, et in fine, c'est surtout pour servir pour se rétablir. C'est un peu l'adage qu'on a à la Maison Perchée, mais ça vient de nous, quoi, de ce qu'on ressent. Et c'est aussi parce que on a vécu tout ça et qu'on avait, enfin que moi en tant que Maxime, j'ai eu quand même beaucoup chance de pouvoir juste prendre le temps d'essayer de comprendre justement pourquoi les médias en parlaient comme ça, pourquoi la société en parlait comme ça, pourquoi mes propres parents n'avaient décidé de pas m'en parler, pourquoi. Et de là, avec le temps, au fil de l'eau, après certaines rencontres, j'ai pu rencontrer donc des personnes qui avaient justement la même sensibilité, la même envie que moi, que de créer un endroit un peu, justement un peu différent dans le sens où moi, je trouve qu'on est complètement complémentaires avec le Clubhouse, les GEM, tout ce qui peut exister, mais je pense qu'il y a de la place pour tout le monde, d'une part, et que c'est important aussi que chacun puisse se retrouver dans un endroit qui lui correspond, au bon moment aussi. Et de là, donc, on a donc créé la Maison Perchée. Donc moi, pendant 3 ans, j'ai réfléchi à tout ça, et après, on s'est retrouvés donc, avec mes 3 cofondatrices. Et de là, on est parti du constat simple de dire, voilà, on voudrait créer le lieu manquant du parcours de rétablissement en psychiatrie. On ne dit pas de soins, c'est du rétablissement. Et tout simplement ce qu'on aurait voulu avoir à la sortie de l'hôpital. Mais évidemment, ça lie tout ce qui est question de stigma, parce que forcément, on le vit, on le comprend. On a pu passer par là, par exemple, moi, a posteriori, j'en ai quand même beaucoup voulu aux psychiatres au tout début, parce que forcément, voilà, quand je vous raconte ce qu'elle m'a dit, c'est horrible de dire ça à quelqu'un qui plus était encore plus ou moins, enfin j'étais encore en contention, bref. Mais après tu peux aussi, voilà, la vie est faite de rencontres et rencontrer notamment ma psychiatre qui me suit depuis ce moment-là, qui m'a fait confiance, même si justement quand j'ai créé, et d'ailleurs, enfin je pars un peu dans tous les sens, c'est une impro, mais je pense que justement au final, au fil du temps, ce que j'ai pu vivre en tant que stigma, notamment, bon. Des épreuves assez dures, mais avec le temps, justement, on se rend compte et on apprend de ses erreurs. C'est par exemple en 2017, quand j'étais le premier à prendre des paroles sur un réseau social, genre Combini, un truc du genre. Et en fait, ça a été hyper violent pour moi, parce que les commentaires, j'en ai eu franchement plus d'une centaine, hyper violents, hyper. T'es drogué, t'es un fils de riche, t'es juste lunatique, t'es une merde, t'es rien, t'es je sais pas quoi. Enfin voilà, c'est dur de s'armer, en fait, et quand t'es pas préparé, et quand t'es pas soutenu dans ces moments-là, franchement, je vous l'avoue, j'ai dû m'accrocher, et heureusement que j'avais mes proches à ce moment-là. Et en fait, l'envie d'eux, parce que en parallèle de ça, je recevais des milliers de messages de personnes concernées dans toute la France qui me disaient, il faut un espace comme ça, il faut en parler, il faut avancer, quoi. Parce que là, on tourne tous en rond, ou alors on est trop souvent, peut-être trop nombreux à pas avoir des bonnes idées à droite à gauche, mais en fait, pourquoi on ne se met pas tous ensemble à un moment donné, où on ne réfléchit pas, on prend des temps. Donc, moi, j'adore les journées comme aujourd'hui, mais en fait, j'en ai vécu plein en 7 ans différentes. Et finalement, qu'est-ce qu'il faut pour que ça marche vraiment, en fait? Parce qu'à un moment, je pense que... Enfin, moi, je finis par... je vous raconte, je parle pas au nom de Maison Perchée, mais au nom de Maxime. Mais moi, au tout début, voilà, on m'a regardé de haut, on m'a dit t'es qui? Enfin, bref,
c'était pas très chouette à vivre, même au niveau des conférences. J'ai inventé des questions au tout début dans ce genre d'événement pour qu'on je puisse dire bipolaire et fier, pour qu'on puisse m'écouter. Et là, maintenant, on m'accueille sur scène et tu te dis à des moments, mais pourquoi en fait? Genre, pourquoi ça a pris autant de temps? Pourquoi on n'a pas cru en moi dès le début? Pourquoi on m'a pas aidé? Pourquoi c'est pas plus simple en fait? Et pourquoi, voilà, bref, donc ça je laisse méditer. Et pourquoi au tout début, j'adorais, mon life goal c'était d'être invité à l'Élysée. Et pourquoi maintenant, à l'inverse, quand Madame Hidalgo elle vient en premier sur le stand de la Maison de Percher, je suis là, bah, c'est super, mais pourquoi en fait vous venez là si en fait on n'a pas de soutien public, si on n'a pas d'aide? Pour info, la Maison Percher c'est que de l'argent privé. Il y a un moment en fait, j'ai bien peur que justement nous les assos de patients, c'est ma conclusion, c'est que on prenne la lumière, qu'on soit un peu le porte-étendard des psys et de tout le monde et de la société en mode waouh c'est génial, mais que nous derrière en fait on n'a pas d'aide, on a 2 mois et demi d'attente, on est sous l'eau, on n'arrive pas à aider convenablement les personnes et voilà, ça fait hyper réfléchir sur tout ça et je pense qu'il serait grand temps que tous ensemble on se mobilise plutôt que de faire chacun ses trucs dans son coin et qui plus est, enfin, ouais, je suis très honoré, c'est mon mot de la fin d'être là aussi aujourd'hui, dans le sens où moi je pense qu'il y a une vraie priorité maintenant aussi, c'est qu'il n'y a pas les soignants, les aidants et les personnes concernées. On dit souvent l'équipe thérapeutique, mais moi je pense qu'on est juste une équipe, une alliance, mais qu'on est une équipe justement et qu'il faut qu'on avance tous les 3 au même niveau, au même rythme, parce qu'en fait là on va droit dans le mur. Moi, ce qui me fait vraiment peur, c'est que dans 10 ans, il y ait beaucoup moins de psy. Et là, en ouverture, moi, j'ai mon petit cousin qui, parce que j'ai vécu tout ce que j'ai vécu, qui a 20 ans, qui est en 2e année à médecine, il m'a dit il y a 2 semaines, Maxime, je suis le seul de la promo à vouloir faire psychiatre. Et ça fait peur. Voilà. Merci. Merci Maxime. Je vais juste rebondir un petit commentaire juste sur la fin de ton discours. Effectivement, c'est des structures comme les nôtres, comme la Maison Percher, comme les GEM. Mais c'est bien parce que c'est des associations qui sont pensées par les adhérents, pour les adhérents, sur le plan donc des professionnels, donc des structures médico-sociales notamment. Eux, ils voient qu'on arrive à avoir cette espèce d'autonomie et d'arriver à s'en sortir malgré tout. Et c'est quelque chose, en fait, quelque part, ça les arrange. Parce que on devient les succursales des CMP pour les GEM. Notamment, bien souvent, les GEM qui sont... Bon, déjà, après, les CMP, évidemment, il y a un manque de professionnels. Ça, c'est évident. Mais ça ne les autorise pas, néanmoins, de traiter que les urgences que eux vont établir vraiment en tant qu'urgence par rapport à d'autres, qui ne sont pas des personnes qui sont rétablies et qui ont besoin d'être suivies justement dans ce genre de structures comme les CMP, mais ils les envoient directement dans les groupes d'entraînement mutuel, en sachant que dans les groupes mutuels, ils arrivent à faire. Ils arrivent à faire, et c'est ça qui est bien dommage justement. Alors les efforts que nous, bien sûr, de notre côté, faisons pour arriver justement à faire en sorte que ces personnes puissent prendre soin d'elles, mais il ne faut pas non plus que ça soit une aubaine pour toutes ces structures médicales et ces structures socio-médicales, et que ça soit vraiment pour une manière de se décharger. Ça, je pense que c'est une parenthèse qui était quand même importante à faire. Voilà, donc je vais donner la parole voilà, j'ai trouvé le nom, Héloïse Bajou. Voilà. Alors, tous les propos qu'on a entendus jusqu'à présent, vraiment énormément d'intérêt. Je pense que l'intérêt ne va pas baisser, certainement. C'est bon ? Ouais. Merci beaucoup. Donc moi, je m'appelle Héloïse Bajou, je suis journaliste santé et notamment, une de mes casquettes, c'est d'être consultante média au sein du programme Papageno. Alors, j'avoue que quand j'ai reçu l'invitation à venir parler de stigmatisation et de médias ici, j'ai eu une petite crise de légitimité en me disant le programme Papageno, nous on est spécialisé sur la contagion suicidaire et le fait de collaborer avec les journalistes sur le sujet de la contagion suicidaire et pas spécialement de la stigmatisation, qu'est-ce que je vais dire, qu'est-ce que je vais faire, surtout au milieu d'un parterre comme ça de spécialistes. Et puis on m'a rappelé le titre qui était « Eux, nous, la fin des frontières » et là d'un seul coup je me suis sentie quand même super concernée. Donc je vais essayer d'éclairer un petit peu cette question de la collaboration entre les journalistes
et les professionnels de santé mentale, les personnes concernées sur cette question de la stigmatisation. Alors, à la fois au travers de mon expérience de journaliste au sein du programme Papageno, mais pas que. Parce qu'en fait, il se trouve que avant d'intégrer une école de journalisme, avant d'intégrer le programme Papageno, j'ai été infirmière en psychiatrie et en grande précarité pendant une quinzaine d'années. Notamment dans un service d'urgence psychiatrique qui n'est pas le type de service dans lequel on est les moins stigmatisants, malheureusement. Et il se trouve que quand j'ai fait ma reconversion professionnelle, une des questions qui est apparue, la plus fréquemment, une des questions les plus récurrentes, ça a été tant de la part des journalistes que des soignants d'ailleurs, comment est-ce qu'on passe d'infirmière en urgence psychiatrique à journaliste? Et moi, cette question me paraissait super incongrue. Et je me suis rappelé que justement, à l'époque où j'étais infirmière en urgence psychiatrique, il y a une équipe d'une boîte de production qui travaille pour une grande émission en prime time sur M6, dont je tairai le nom, qui est venue tourner un reportage, 3 jours en immersion dans le service dans lequel je travaillais à l'époque, pour un reportage qui s'est intitulé « Dans l'enfer des urgences psychiatriques ». Alors je vous laisse imaginer, bien sûr, le type de traitement médiatique que ça a donné, les réactions qu'on a eues, nous, l'équipe des urgences de ce CHS, sur la manière dont étaient décrits à la fois les patients et notre travail. Et je pense que ça a été un des événements vraiment fondateurs, une des premières petites graines qui a été posée sur mon envie de parler de la santé mentale autrement, de la psychiatrie autrement, des patients autrement, et de faire cette reconversion. Alors bien sûr, ça n'a pas été le seul, mais ça a été un des premiers. Le deuxième, ça a bien sûr été la rencontre, j'allais dire, avec le programme Papageno, c'est un petit peu ça, quelques années après, et notamment la prise de conscience du rôle des médias, des journalistes dans la création de représentations sociales, dans le fait de faire circuler les représentations sociales et surtout dans la responsabilité que cela pouvait avoir. Je suis donc partie sur les bancs de l'école de journalisme et moi j'avais envie de vous proposer mon petit rapport d'étonnement un petit peu sur cette traversée entre ces deux mondes, entre le monde des soignants et le monde des journalistes, et notamment voilà, tout ce qui moi m'a paru étonnant, intéressant en même temps sur les passerelles. C'est vrai que quand je suis partie sur les bancs de l'école de journalisme au départ, je me suis dit waouh, je vais aller découvrir un monde qui jusque-là me paraissait inaccessible, passionnant et extrêmement opaque. Et en fait, je me suis rendu compte très rapidement qu'il y avait énormément de liens entre à la fois les valeurs, le métier et les compétences qui étaient mises en œuvre. Dans les premiers moments, le premier étonnement, ça a été le goût de la liberté des journalistes. Ce fait d'être accroché à la sacro-sainte liberté d'expression, la liberté de la presse, voilà, de me dire d'où est-ce que ça vient, de me raccrocher à l'histoire, m'acculturer, et de comprendre que la liberté de la presse, elle est extrêmement liée à un héritage qui est l'héritage notamment de l'affaire Dreyfus. Rappelez-vous, J'accuse, la lettre d'Émile Zola publiée dans l'Aurore, et qui est pour les journalistes le symbole vraiment du journalisme comme contre-pouvoir, comme moyen vraiment de peser dans les débats publics, d'avoir un impact sur la société, et cette ouverture sur la société, et qui explique beaucoup de choses dans le fonctionnement des rapports entre les journalistes et les différents interlocuteurs. Alors ça peut être les soignants, ça peut être les sources, etc. Notamment sur le fait que ce soit un métier qui soit hyper ouvert et accessible à tout le monde. Alors c'est pas toujours compris du grand public, mais n'importe qui peut accéder à la profession de journaliste. C'est une profession qui est non réglementée. Une partie seulement des journalistes est issue des écoles de journalisme, un tiers environ de la profession, parce que justement, des actes fondateurs de l'histoire du journalisme comme J'accuse, c'est venu montrer qu'il fallait que la presse reste ouverte au milieu intellectuel, au milieu de la recherche, au milieu des artistes, pour pouvoir garantir cette richesse-là. Des valeurs, donc je disais, comme la liberté d'expression, la liberté de la presse, mais aussi le goût de la vérité, le goût de la justice, le sentiment d'avoir un devoir à accomplir en termes d'information. Alors pourquoi je vous parle de tout ça ?
C'est parce que, il me semble, en tout cas, il nous semble à nous, chez Papageno, dans les actions qu'on met en place au quotidien auprès des journalistes pour les sensibiliser aux questions que sont la contagion suicidaire, que c'est vraiment les leviers sur lesquels nous, on peut appuyer pour collaborer, pour travailler ensemble. C'est en s'appuyant sur ces valeurs communes qu'on arrive justement à parler de la contagion suicidaire, à ce qu'est la crise suicidaire, et à déconstruire les représentations, les préjugés dont on parlait, les préjugés qui ont lieu, qui ont cours dans la population générale, hein. Concernant le suicide, vous les connaissez aussi, et c'est un peu les mêmes mécanismes. C'est vraiment pas seulement en informer, on l'a déjà dit, hein, pas seulement en informant les journalistes sur les recommandations de l'OMS sur le traitement médiatique du suicide, mais vraiment en leur parlant de leurs valeurs et notamment de la justesse de l'information. Ça, c'est vraiment un des leviers. En créant des espaces, on l'a dit hein, déjà aussi, de rencontres, des espaces de concertation, des espaces où on peut élaborer ensemble, à partir de ces valeurs communes, déconstruire les clichés, les représentations et se mettre ensemble autour de la table pour voilà, travailler tout ça. En s'appuyant sur la recherche, évidemment, ça extrêmement important dans la collaboration avec les journalistes, hein, sur les preuves scientifiques, en mettant en avant les ressources et la parole des premiers concernés, on l'a dit aussi, donc je ne reviens pas dessus. Et concrètement, nous, comment est-ce qu'on traduit ça au sein du programme? C'est à la fois en mettant en œuvre des programmes de rencontres entre les pairs dans les écoles de journalisme. On intervient pour sensibiliser les étudiants en journalisme sur la question de la contagion suicidaire en y allant avec des internes en psychiatrie, histoire de favoriser les rencontres, de créer les réseaux de demain, ou autrement en organisant des événements à destination des journalistes. Par exemple, on l'a fait au mois d'avril dernier, un événement auprès des journalistes culture au sein du cabaret Madame Arthur lors d'une soirée Pop and Psy featuring Papageno. Voilà, donc en essayant de trouver ces passerelles qui font qu'on arrive à s'unir autour de valeurs communes pour pouvoir travailler ensemble nos représentations. Un des autres vecteurs, hein, un des autres types d'actions qu'on met en place nous chez Papageno, c'est la mise en œuvre directement des recommandations de l'OMS dans la manière de parler du suicide, et notamment là récemment autour des témoignages, porter des témoignages, une collaboration avec les mots bleus, Papageno et les mots bleus, autour de 3 témoignages de personnes qui ont eu des épisodes d'idées suicidaires, de crises suicidaires, et qui parlent de leur vécu, qui viennent raconter, à la fois pour permettre aux gens de s'identifier, de savoir s'ils traversent une crise suicidaire, qu'il y a du rétablissement possible, qu'ils ne sont pas seuls, à la fois pour permettre aux gens qui n'ont jamais eu d'idées suicidaires de s'identifier, de comprendre ce que ça fait que d'avoir des idées suicidaires, et à la fois pour les journalistes, pour leur permettre de comprendre que appliquer ces recommandations, être au plus juste de l'information, être dans la véracité, c'est pas complètement incompatible avec le fait de produire un contenu qui est vendeur, parce qu'on ne va pas se cacher, hein, on sait aussi à quel point le milieu est marqué par une crise économique extrêmement importante, liée notamment au passage au numérique, mais aussi à la contraction, à la concentration des médias, qui fait que malheureusement les journalistes évoluent dans un écosystème qui n'est pas très favorable au temps long, à l'analyse, etc. Donc voilà, plein de petites pistes comme ça pour la suite, au travers de ce parcours. Et avec pour ouverture, hein, si je peux amener des pistes de réflexion sur la manière dont on pourrait étendre ce que nous on fait au sujet de la contagion suicidaire sur les questions de stigmatisation. La première, c'est la question de la disponibilité. À l'heure actuelle, alors, en effet, il y a les médias, hein, médias traditionnels, les journaux, la presse écrite, la télé, etc. Mais il y a aussi les réseaux sociaux. Et il me paraît extrêmement, extrêmement important que tous et toutes de notre place, on se saisisse de ça, à la fois parce que ça peut être stigmatisant, hein, évidemment, mais aussi extrêmement porteur d'impact positif. Alors on sait bien à quel point le temps de chacun est compté, que ce soit celui des journalistes, mais comme celui des professionnels de terrain. Mais quand on voit l'impact de la stigmatisation, est-ce que ça ne vaut pas un petit peu le coup de s'investir, de répondre à une sollicitation d'interview, même si on a des craintes quand on est sollicité par un journaliste, et parfois à juste titre, hein. On en parlera après, ça va être intéressant.
Ça rejoint ce que j'allais dire sur l'importance de se former, Psycom comme Papageno, hein, chacun sur nos domaines, on est vraiment là pour ça. Vraiment là pour accompagner les personnes qui souhaitent prendre la parole dans les médias, pour le faire de manière responsable, avec un discours juste, en situant, hein, j'insisterai vraiment beaucoup sur la question de situer la parole d'où on parle. Vous l'avez compris, moi j'ai commencé par ça parce que ça me semble vraiment essentiel. Et un petit point, j'en profite, moi il me semble que si on veut arriver à convaincre les journalistes qu'il faut parler de la santé mentale autrement, il faudrait peut-être commencer par s'occuper de la santé mentale des journalistes. Un des premiers constats que j'ai fait, et vraiment en entrant dans la profession, c'est que quand on est journaliste, quel que soit le service dans lequel on travaille, que ce soit, alors bien sûr on pense aux reporters de guerre, mais qu'on soit fait diversier, qu'on soit journaliste politique, qu'on travaille aux réseaux sociaux, qu'on soit modérateur, qu'on soit iconographe à traiter des photos toute la journée, on est extrêmement exposé à tous les types d'événements potentiellement à risque traumatogène. Il y a de très peu d'études, extrêmement peu d'études qui ont été menées, quelques recherches au niveau de l'AFP, notamment par Olivia X, médecin du travail de l'AFP, mais qui semblent montrer quand même une surreprésentation des troubles de stress post-traumatique, mais aussi des addictions, du burn-out chez les journalistes. Et il me semble que si on veut justement briser ces barrières, on pourrait peut-être déjà commencer par se poser cette question-là, en sachant que... Et Louise, on dépasse le temps. Oh, pardon. En sachant donc qu'on n'a pas d'études et que, à titre d'exemple, les journalistes il n'y a pas de mention spécifique de dispositifs, ni même des journalistes dans la directive interministérielle de la prise en charge des victimes d'actes de terrorisme, alors qu'on est en première ligne sur le terrain. Donc voilà, les journalistes sont dans un début de prise de conscience de ces questions-là, pas encore vraiment sensibilisés. Et j'en appelle à l'ensemble de la société civile pour cette prise de conscience-là, car à partir du moment où on aura pris conscience peut-être de ça, on pourra peut-être aussi faire changer les représentations. Dernier point, très rapide, et je termine. Donc, pour résumer, parler de sa place, toujours situer d'où on parle, en cas de réponse à des sollicitations, toujours maîtriser, rester dans son sujet, ça c'est extrêmement important. Attention à l'ivresse des plateaux. C'est extrêmement agréable de parler de soi, de son métier, surtout quand on l'adore, sur un plateau télé. Mais il faut garder en tête la responsabilité que l'on a tous et toutes dans la question du traitement médiatique de la santé mentale et dans la stigmatisation. Je vous remercie. Oui, merci. Tu voulais juste rajouter un petit mot? Ouais. Et après, un petit mot et après on arrête. Ouais, désolé, j'ai juste oublié de dire l'ouverture. C'était pour lutter contre le stigma. On a un documentaire sur la Maison Perchée qui s'appelle Perché, qui est sorti sur France TV la semaine dernière, qui paraît-il est excellent. Et si vous voulez lutter contre le stigma, il faut vraiment le partager avec un max de monde, parce que pour une fois, on parle de troubles psy, mais d'une manière bien, juste bien. Non, mais c'est vrai, genre c'est rare. Donc si vous voulez le faire, voilà. On ira voir. Merci. Merci à tous et on va vite enchaîner alors pour garder le temps. Merci à tous les intervenants, c'était passionnant.